Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 janvier 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Merci, Nima. Paul, Paul, s'il te plaît, clique sur le bouton J'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Laisse-moi commencer, Paul, par le cas du Venezuela. L'administration Trump a enlevé le président du Venezuela. Mais après tout, le vice-président est toujours au Venezuela. La situation n'a pas tellement changé quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur du pays. Quel était l'objectif principal de Donald Trump? Était-ce une sorte de message adressé à d'autres pays? Parce qu'après tout, je ne sais pas si on peut appeler cela un changement de régime, puisque tout le gouvernement est encore en place. Seul Maduro a été retiré du Venezuela. Comment comprends-tu la situation là-bas? How do you understand the situation there? Eh bien, tout d'abord, je considère la situation comme un acte d'illégalité de la part du gouvernement des États-Unis, un acte illégal et honteux dont les Américains devraient avoir profondément honte. Cela devrait conduire à la destitution de Donald Trump, car il s'agit d'une violation extraordinaire, non seulement de tout le droit international, mais aussi du droit américain. Cette affirmation que fait Washington, selon laquelle chaque pays sur Terre serait soumis à la loi de Washington, est absurde. Aucun autre pays n'a jamais fait une telle déclaration. Je vois donc cela comme un acte honteux d'un gouvernement hors la loi qui n'a pas sa place au pouvoir. Quel en était le but? Je pense, comme Trump l'a dit, que c'était pour reprendre le pétrole vénézuélien. C'est un objectif poursuivi depuis de nombreuses années par le gouvernement des États-Unis, car c'est dans les années 1970 que les Vénézuéliens ont nationalisé leur pétrole et l'ont retiré aux compagnies pétrolières américaines. Et pas seulement leur pétrole, mais aussi d'autres ressources. Nous pensions avoir le droit de piller le pays et qu'ils ne méritaient pas de bénéficier de leurs propres ressources. Ainsi, lorsque Trump a publiquement déclaré que nous allions là-bas pour reprendre notre pétrole, en d'autres termes, il estime que les biens nationaux du Venezuela lui appartiennent ou appartiennent aux États-Unis. C'est une forme de pillage encore plus flagrante que ce que les États-Unis ont montré lors de précédents épisodes de pillage de pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. C'est donc un pas très important dans la mauvaise direction. Maintenant, quel est censé être l'effet de la capture de Maduro? C'est d'intimider le gouvernement qui lui succédera afin qu'il collabore avec le régime Trump et qu'il accepte d'être dirigé depuis Washington, comme Washington dirige de nombreux pays d'Amérique latine. Washington runs many Latin American countries. The United States runs these countries through. Les États-Unis dirigent ces pays à travers leur propre gouvernement. Et c'est ce que Trump essaie de faire à ce stade avec la femme qui occupe la présidence du Venezuela. Maintenant, elle montre de la résistance. En attendant, les Américains seront là à soudoyer tout le monde, soudoyer tous les généraux, l'armée, les tribunaux, les juges, en distribuant des centaines de millions de dollars pour créer une situation dans laquelle le gouvernement vénézuélien ne pourra pas refuser de coopérer avec Washington. C'est, je pense, le plan. Si ce plan échoue, je ne sais pas si l'armée américaine tentera d'envahir l'Iran. Je veux dire, le Venezuela, envahir le Venezuela. Il y a des jungles là-bas. C'est un grand pays. Nous ne nous en sommes pas bien sortis au Vietnam, où il y a aussi des jungles. Nous n'avons pas bien réussi en Afghanistan, et une invasion du Venezuela, encore moins de la Colombie, de Cuba ou du Mexique, dépasse les capacités de l'armée des États-Unis et conduirait à une défaite retentissante. Nous serions simplement décimés par l'immensité du territoire et les jungles. Nous ne pourrions jamais concentrer nos forces. Donc je ne sais pas. C'est peut-être un pari de la part de Trump. Il compte peut-être aussi sur l'impression qu'il a soudoyé les gardes de Maduro pour permettre que cela se produise.
car les précédentes tentatives des États-Unis pour enlever des personnes se sont révélées infructueuses. Il espère peut-être que des doutes se sont installés dans l'esprit des membres du gouvernement de Maduro, provoquant des soupçons mutuels entre eux, que certains d'entre eux aient pu faciliter l'enlèvement du président et de la première dame. Je pense, d'après ce que nous savons maintenant, que c'est à peu près le meilleur compte-rendu que je puisse en donner. Il est certain que Trump n'a pas relâché la pression qu'il exerce sur le président intérimaire du Venezuela. Et il y a ajouté la pression qu'il fait peser sur le président de la Colombie, sur Cuba et sur le président du Mexique. Il les a tous menacés en des termes effrontés, disant au président de la Colombie de, je cite, « faire attention à son derrière ». Fin de citation. Eh bien, ce n'est pas une manière diplomatique de s'exprimer, et cela montre que la doctrine de l'hégémonie américaine, fondée sur le militarisme, est toujours bien vivante à Washington. Et cette conseillère à la sécurité nationale, Tulsi Gabbard, s'est trompée lorsqu'elle a déclaré que l'ère des changements de régime américain était révolue. Ce n'est pas fini. Et comme je l'ai dit, je pense que la première approche de Trump en matière de changement de régime en Amérique latine consiste à contraindre les gouvernements à servir les intérêts américains, les laisser en place, mais s'assurer qu'ils obéissent aux instructions de Washington. Si ma mémoire est bonne, et je peux me tromper, il semble que ce soit ainsi que nous contrôlons l'Argentine à l'heure actuelle. Je crois avoir lu cela quelque part. Ce n'est pas un sujet que j'ai suivi de près, donc je ne suis pas certain. Mais Washington a récemment pris le contrôle de l'Argentine en rachetant la totalité de la dette nationale argentine. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas rembourser leur dette, alors nous l'avons achetée et placée quelque part. Et grâce à cette opération, nous avons obtenu le contrôle. Ce que j'ai lu était peut-être un conte de fées. Comme je l'ai dit, c'est un peu en dehors des domaines auxquels je prête habituellement attention et que je couvre, donc je ne m'y suis pas vraiment intéressé. Mais cela a du sens. Ce pourrait très bien être une manière pour Washington de prendre le contrôle de l'Argentine. Ce que nous voyons, c'est une forme différente de changement de régime par rapport à l'Ukraine, où nous avons provoqué une rébellion, des coups de feu ont été tirés. Le gouvernement ukrainien a été sommé de ne pas recourir à la force, une décision soutenue par les Russes. Et le gouvernement a effectivement été renversé. Mais cette nouvelle manière de renverser les gouvernements consiste à les laisser en place et à les enrichir, tant qu'ils agissent comme nos agents. Je pense que c'est la nouvelle façon de procéder à un changement de régime. Comment voyez-vous le rôle d'Israël dans ce qui s'est passé au Venezuela? Pourquoi sont-ils si heureux de l'enlèvement de Maduro là-bas? Quel est leur jeu en Amérique latine? Eh bien, une réponse à cette question, ou une réponse possible, est si controversée qu'on ne peut pas vraiment la formuler. Depuis des décennies, de nombreuses personnes qui se sont intéressées aux manipulations israéliennes ont soutenu, et je ne peux pas dire si elles ont raison ou non, car ce n'est pas un domaine que j'ai suffisamment étudié pour avoir confiance en mon opinion. Mais elles ont soutenu que l'objectif principal d'Israël serait de détruire les États-Unis. Elles considèrent les États-Unis comme la grande puissance gentille blanche qui finira par faire obstacle à la domination israélienne, en particulier au Moyen-Orient, où elles nourrissent le rêve d'un grand Israël. Certains ont affirmé que les Israéliens ont systématiquement sapé la société américaine. Ils ont dit qu'Israël avait supprimé les symboles chrétiens de la vie publique. They fostered and encouraged
Ils ont favorisé et encouragé la pornographie et la promiscuité sexuelle, la destruction de la chasteté des femmes. Ils ont prôné la misogynie, le métissage et la disparition des personnes blanches par le mariage avec des personnes noires. On dit qu'ils exercent une influence excessive sur les médias, où ils façonnent les récits, et sur les universités, où ils déterminent les programmes. Selon eux, la principale fonction des universités américaines est, en réalité, de toutes les universités occidentales, depuis des décennies, a été la dénonciation de leur propre société. Ce genre d'affirmation constitue une explication possible. Les Israéliens ne feraient que contrer les suprémacistes blancs blonds aux yeux bleus, les nazis, qui représentent une menace pour eux. Une autre explication, moins controversée, est que si nous sommes en guerre et que le complexe militaro-sécuritaire prospère à nouveau, il devient plus facile d'étendre le conflit. Et je suis sûr qu'ils pensent à l'Iran. Je n'ai jamais vu de rapport sur l'objet de la récente visite de Netanyahou à la Maison-Blanche, la 5e cette année. Je n'ai vu aucun compte-rendu de ce dont il s'agissait, ni de ce qui a été décidé. Peut-être que je l'ai simplement manqué. Vous savez, il se passe tellement de choses pendant la période des fêtes qu'il est facile de ne pas tout remarquer. Mais je soupçonne qu'il s'agissait de nouvelles pressions pour attaquer l'Iran. Et puisque les prétendues manifestations en Iran sont présentées dans tous les médias occidentaux comme un immense soulèvement populaire, Trump a utilisé cette image de la situation en Iran pour déclarer que si le gouvernement iranien entreprenait une action violente contre les manifestants, les Américains interviendraient. Et les mots exacts de Trump ont été « Nous sommes verrouillés, armés et prêts ». Eh bien, il est très facile pour les Américains de provoquer des coups de feu, tout comme ils l'ont fait à Kiev pendant la révolution de Maïdan. Ils peuvent très facilement faire tirer des coups de feu en Iran, et cela devient alors le prétexte de Trump. Donc, du point de vue d'Israël, qui est extrêmement militariste, le fait que l'Amérique le soit aussi joue parfaitement en sa faveur. J'ai vu l'autre jour que la chaîne israélienne 12, une source d'information israélienne située en Israël, a rapporté que le gouvernement israélien avait mis l'armée en alerte pour une guerre possible contre les Houthis, contre le Liban et contre l'Iran en même temps. Il se préparait à une offensive majeure contre tous les adversaires musulmans restants à la domination israélienne du Moyen-Orient. C'est un reportage israélien. Il est rare qu'Israël montre ainsi ses intentions. Et il se peut bien qu'ils aient pris le risque de télégraphier leurs intentions afin de préparer le peuple américain à soutenir Israël. Ainsi, ce que nous avons aujourd'hui, pour résumer, c'est les États-Unis créant l'image d'une tyrannie en Iran, avec des millions d'Iraniens censés être dans les rues pour exiger le renversement de leur gouvernement. Le régime Trump a également créé l'image selon laquelle le Mexique, Cuba, la Colombie et le Venezuela mèneraient tous une attaque de narcotiques contre la jeunesse américaine, un effort pour détruire notre pays, et que nous devons prendre des mesures énergiques contre ces pays d'Amérique latine qui nous attaquent avec la drogue. C'est donc clairement une approche militariste. De plus, nous avons la déclaration que vient de faire Stephen Miller, le principal porte-parole du régime Trump pour la politique étrangère américaine, selon laquelle la position officielle du gouvernement des États-Unis est que le Groenland appartient aux États-Unis et qu'aucune nation ne peut empêcher l'annexion américaine du Groenland. Or, le Groenland fait bien sûr partie du Danemark. Le Danemark est membre de l'OTAN. En vertu du traité de l'OTAN, le gouvernement des États-Unis s'est engagé à défendre l'intégrité du Danemark. Et pourtant, voici Trump qui affirme avoir le droit de voler une partie du Danemark.
Now, it's possible that the Il est désormais possible que les conséquences de tout cela détruisent l'OTAN. Il est également possible que si Trump poursuit malgré l'opposition, même celle de l'État fantoche américain qu'est le Royaume-Uni, où le Premier ministre, Starmer, s'est opposé au fait que les États-Unis volent une partie du Danemark, les Européens se rendent compte que Trump ne se contente pas de piller l'Amérique du Sud. Il a aussi l'intention de piller l'Europe. Et alors, que pourrait-il se passer? L'Europe pourrait s'allier à la Russie afin d'obtenir une protection contre les États-Unis. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est tout à fait possible. Now, this sounds far-fetched, but it's entirely possible. Trump shows such disdain. Trump montre un tel mépris pour ses propres alliés qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il le supporte indéfiniment. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il ne se demande pas ce que signifie l'OTAN lorsque les États-Unis attaquent un membre de l'OTAN dont ils se sont engagés à protéger l'intégrité. Comme on peut le voir, la possibilité que les choses tournent très mal au sein de l'OTAN est bien réelle. Et comment se fait-il que personne dans le gouvernement Trump n'ait dit « Hey, et à propos de ceci et de cela, comment ça va-t-il se répercuter sur nous ?» Cela montre l'influence du pouvoir juif. Stephen Miller est juif. Sa femme est juive. Elle a récemment publié en ligne une photo, une carte du Groenland recouverte d'un drapeau américain. A map of Greenland draped in an American flag. And Miller, Et Miller, considéré comme l'architecte du programme de Trump, a déclaré sans équivoque que la position officielle de l'administration Trump est que le Groenland appartient aux États-Unis. Eh bien, pour conclure, comment cela apparaît-il au Kremlin, si attaché à négocier la paix avec Trump? Comment le Kremlin peut-il continuer à se bercer d'illusions en pensant qu'il peut négocier avec Trump, qui s'est retourné contre un allié de l'OTAN, qui s'est retourné contre 4 gouvernements d'Amérique du Sud? À un moment donné, les Russes vont devoir se rendre compte qu'ils sont en guerre et que tout ce discours sur la paix n'était qu'une vaste tromperie. Et s'ils continuent à se laisser prendre à ces apparentes illusions, leur histoire, their history. Paul, do you think that Paul, penses-tu que tu as mentionné le Groenland, le Venezuela et Cuba? Nous savons qu'il parle du Mexique. Est-ce que cela va s'étendre au Canada aussi? Is it gonna go to Canada as well? You know, I think Tu sais, je pense que si les États-Unis annexaient le Canada, en supposant qu'ils puissent le faire, et que les Canadiens devenaient réellement une partie du pays avec des droits de vote, ce serait la fin du Parti républicain. Ce serait la fin de Trump, ou des républicains pro-Trump, parce que les Canadiens sont bien plus à gauche que la population américaine. Ils ressemblent aux démocrates d'extrême gauche, aux woke, et ils sont certainement favorables à une immigration sans restriction. Donc, tout l'équilibre électoral entre républicains et démocrates aux États-Unis serait bouleversé. Le Canada serait pour la plupart composé d'électeurs démocrates et les républicains cesseraient tout simplement d'être au pouvoir. Donc, s'ils faisaient quelque chose d'aussi stupide, ils se suicideraient politiquement. Et peut-être qu'ils sont vraiment aussi stupides. Il est très difficile de trouver le moindre signe d'intelligence dans le gouvernement des États-Unis. Je n'en ai vraiment pas vu depuis Reagan. Il y en avait un peu sous l'administration de George Herbert Walker Bush, mais c'était la dernière fois que nous avons vu de l'intelligence dans le gouvernement américain. L'administration Clinton en était totalement dépourvue. Celle de George W. Bush, d'Obama et de Biden aussi. Et maintenant, Trump perpétue cette même tradition d'agir sans intelligence. Un comportement aussi mauvais et cependant tant d'années finira, je pense, par rendre le reste du monde antithétique aux Américains.
Ils diront simplement, ces gens sont devenus fous, ils sont dangereux, c'est un État voyou, nous devons nous protéger d'eux. Nous verrons combien de protestations il y aura aux Nations Unies et en Europe contre l'enlèvement d'un chef d'État. Si tout cela s'apaise, que toutes sortes d'excuses sont avancées et que c'est accepté, alors le prochain événement sera pire. Tôt ou tard, cela pourrait avoir un impact. Mais je ne peux pas dire que la politique étrangère américaine suit, en ce moment, une voie porteuse d'espoir. Elle suit une voie menant à la guerre, à la destruction, au mal, à la destruction du concept d'un Occident moral. Vous savez, l'Occident a longtemps justifié sa domination en affirmant qu'il obéissait aux lois, respectait la vérité et rendait la justice. Eh bien, nous n'en voyons aucun signe. Et tout cela a pour effet d'éroder toute base morale ou justification aux prétentions de l'Occident à dominer. Paul, Paul, lorsque les administrations Biden ou Trump parlent du Venezuela, elles disent surtout que le pays est entre les mains de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Quelle était la principale cible au Venezuela? Était-ce la Chine, l'Iran ou la Russie? Si vous deviez évaluer, désigner la principale cible au Venezuela, le gouvernement étranger qui préoccupait le plus les États-Unis, quel pays causait le plus de problèmes aux États-Unis au Venezuela? Aucun d'entre eux. Ce n'est que de la propagande utilisée par l'administration pour associer le Venezuela à nos ennemis les plus dangereux, la Russie, la Chine et l'Iran. C'est une manière d'amener le peuple américain à accepter ce que le régime Trump a fait au Venezuela et ce qu'il a l'intention d'y faire. Tu as demandé quelle était la cible principale. Trump nous l'a dit il y a quelque temps et il l'a répété encore et encore depuis. La cible principale, c'est le pétrole. Pas seulement le pétrole du Venezuela, mais il y a maintenant un nouveau gisement découvert à la frontière du Venezuela avec un autre pays. Il est immense. C'est la cible de Washington. C'est le pétrole. Les références à la Chine, à l'Iran et à la Russie servent simplement à faire croire aux Américains que nos ennemis sont là-bas, comme les Soviétiques l'étaient à Cuba, installant des drones et des missiles pour attaquer l'Amérique. C'était l'une des affirmations, tu sais, que nos trois ennemis avaient une usine de fabrication de drones au Venezuela. Nous avons tellement d'ennemis que je les confonds. L'affirmation disait que nos trois principaux ennemis avaient cette usine de drones au Venezuela, où ils produiraient des drones et des missiles pour attaquer les États-Unis. Donc, encore une fois, c'est une référence à Cuba, les missiles soviétiques envoyés à Cuba. Et cela ravive de vieux réflexes, d'assases de vieilles blessures. Et tout le monde dit, oui, il faut être prudent. Il faut éliminer cette menace, comme nous l'avons fait à Cuba. Il le faut. Donc ça colle. C'est ça. Ce n'est pas réel. Écoutez, nous avons fait à peu près tout ce que nous pouvions avec les sanctions contre la Russie et contre l'Iran. Nous ne pouvons vraiment pas sanctionner la Chine, car elle pourrait nous surpasser sur ce terrain. Mais nous faisons de notre mieux pour la provoquer en annonçant que nous allons vendre à Taïwan des centaines de missiles capables d'attaquer des villes chinoises. Alors, quel est le but de cette provocation? C'est de provoquer un conflit. Ce à quoi le monde est confronté. Pas seulement le gouvernement chinois, pas seulement le gouvernement iranien, pas seulement le gouvernement russe. C'est au fait que le conflit est devenu le principal objectif de la politique étrangère des États-Unis. Et tous ces gouvernements doivent cesser de faire semblant que ce qu'ils disent a encore de l'importance. Washington could care less
Washington se moque complètement que le Kremlin désapprouve la capture de Maduro. Washington se moque tout autant que les Chinois s'opposent à l'installation de missiles à Taïwan. Ils doivent comprendre que pour Washington, les mots ne signifient absolument rien. Seuls comptent les actions, qu'il semble d'ailleurs peu enclin à entreprendre. Je ne vois donc vraiment rien qui puisse arrêter cela, si ce n'est la possibilité que le vol du Groenland au Danemark ne provoque l'éclatement de l'OTAN et un réalignement de l'Europe avec la Russie. Cela pourrait arriver, mais pas immédiatement. Et en attendant, selon Trump, toutes sortes d'actions violentes vont se produire. According to Trump, are going to take place. He said, we have to do something about that woman in Il a dit, nous devons faire quelque chose à propos de cette femme au Mexique. Il parle de la présidente juive du Mexique. C'est une femme juive. Il a dit au président de la Colombie qu'il figurait sur la liste des cibles. Il a dit la même chose à Cuba. Il dit nous devons aller sauver ces pauvres Cubains qui souffrent de difficultés économiques. Oui, ils en souffrent, mais pas à cause de leur gouvernement, à cause des sanctions américaines. Les Cubains connaissent des difficultés. Alors, je ne comprends pas comment, compte tenu de la démonstration flagrante que les États-Unis ont donnée au monde durant les 6 premiers jours de la nouvelle année 2026, on peut s'attendre à une issue pacifique où que ce soit. anyone can expect a peaceful outcome anywhere. It's not going to happen. And all of these peace Ça n'arrivera pas. peace talks. Et toutes ces négociations et discussions de paix, c'est du charabia. Ce sont les aboiements de fous et d'imbéciles, tout comme le soi-disant cessez-le-feu de Trump à Gaza. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Des milliers de personnes sont encore tuées chaque jour. Et le monde dissimule tout cela sous des faux semblants parce qu'il ne veut pas affronter la réalité. Je ne pense pas que Poutine veuille affronter la réalité. Je ne pense pas que les Chinois le veuillent. Je ne pense pas que la direction iranienne le veuille. C'est inconfortable. Ces 3 ennemis de l'Amérique sont prisonniers de leur propre illusion pour ne rien avoir à faire. Of self-delusion, so they don't have to do anything. Paul, you've mentioned the main goal was Paul, oil. tu as mentionné que l'objectif principal était le pétrole au Venezuela. Supposons que ce soit le cas. Comment cela va-t-il se dérouler? Car, après tout, les États-Unis veulent dominer le marché de l'énergie. Regarde le Moyen-Orient. Tous ces États arabes sont actuellement sous la coupe des États-Unis. Le Venezuela entre dans le jeu de leur côté, jouant ainsi en faveur des États-Unis. Donc, les seules sources d'énergie actuellement indépendantes sont l'Iran et la Russie, qui ne sont pas sous la domination des États-Unis. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'Iran, pour la Russie et pour la Chine? Pour l'Iran, cela veut-il dire une nouvelle guerre contre lui? Et cela veut-il dire que la guerre en Ukraine va continuer? Allons-nous assister à la poursuite de la guerre en Ukraine ou peut-être, au-delà, à un nouveau front contre la Chine à Taïwan? Well, I think, first of all, let me say, Eh bien, je pense que, tout d'abord, il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement du pétrole, mais de tous les actifs du Venezuela. Le pays possède de nombreuses ressources naturelles et les États-Unis ont l'intention de toutes les prendre, comme ils l'ont fait avant les années 1970. En ce qui concerne votre question sur le marché du pétrole, je pense que pour l'instant, les États-Unis n'ont pas encore le contrôle du pétrole vénézuélien. Trump a déclaré que les compagnies pétrolières américaines retournaient au Venezuela afin que nous puissions encore une fois voler le pétrole du pays. Mais cela ne s'est pas encore produit. Pour le moment, la production pétrolière de la Russie et celle de l'Iran représentent une très grande part de l'offre mondiale. C'est certainement suffisant pour la Russie, l'Iran et la Chine. For Russia and Iran and China. And if something happens and we Et si quelque chose se passe et que nous ne recevons pas le pétrole du Venezuela, eh bien tant pis,
Mais le problème, c'est que nous avons imposé un blocus empêchant les navires de transporter le pétrole vénézuélien hors du pays. Vous savez, nous avons déjà saisi 1 ou 2 pétroliers remplis de pétrole que les Chinois avaient déjà payés. Et Trump dit, nous allons vendre le pétrole. Eh bien, nous avons volé la Chine maintenant. C'est provocateur, n'est-ce pas? Nous avons pris un navire plein de pétrole que les Chinois avaient payé. Comme vous le savez, d'après nos années de discussion, ma critique récurrente de la conduite de Poutine dans la guerre ou le conflit en Ukraine, c'est qu'en tolérant un conflit sans fin que la Russie aurait pu terminer en une semaine, celui-ci entre maintenant dans sa 5e année. It's now entering its 5th year soon. Il a créé toutes sortes d'occasions pour que l'Occident s'implique. Et plus il s'impliquait, plus les provocations se multipliaient, et ces provocations gagnaient en gravité, au point que, récemment, les États-Unis ont tenté d'assassiner Poutine chez lui. Il est donc clair que j'avais raison. Les provocations, jamais répondues par le Kremlin, allaient s'intensifier et devenir de plus en plus graves. La même chose est arrivée à l'Iran. L'Iran, au lieu de prendre l'initiative, n'agit qu'en réponse aux attaques. L'initiative entre les mains d'Israël. Cela montre un gouvernement incapable de comprendre la réalité. Et la Chine devait le savoir, depuis qu'une administration précédente, je ne me souviens plus laquelle, a de fait, et non légalement, renversé la politique du président Nixon du début des années 1970, selon laquelle il n'existe qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Cette politique a été renversée, et maintenant nous agissons comme si Taïwan faisait partie des États-Unis, comme s'il devait être défendu par la marine américaine et par l'installation de missiles américains. La Chine devait s'y attendre, à moins d'être totalement irréaliste. Comment ne pas voir que cela se produisait, que cela allait se produire? Alors, quelle sera la prochaine étape après l'inaction? So what will the next step be from inaction? So far, Jusqu'à présent, après des années des provocations les plus grossières, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran n'admettent que cela se produit. Nous ne pouvons donc pas écarter complètement la perspective du succès de Trump. Si l'on regarde à quel point ces cibles sont mal préparées, malgré des années d'avertissement, elles ne sont toujours pas prêtes à agir. They're still not prepared to act. Eh bien, quand Stephen Miller voit ça, il donne le feu vert. Attaque sur tous les fronts. Il n'y a rien là-dedans. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger. Tu sais, je ne devrais vraiment pas rire. Et je ne ris pas du manque de sérieux de la situation. Je ris du fait qu'il soit terrible qu'une chose puisse évoluer ainsi sans que même les personnes visées ne s'en rendent compte et ne réagissent. Je pense que les 3 pays ont besoin d'un Alexandre le Grand, ou d'un Napoléon, ou d'un Robert E. Lee. Ils ont besoin de quelqu'un qui voit la situation et prenne l'initiative. Et ils n'ont pas cela. And they don't have it. Yeah. Thank you so much, Merci Paul, beaucoup, Paul, d'être avec nous being with us aujourd'hui. today. Un grand plaisir, Great comme pleasure toujours. always. Eh bien, merci Nima. Je suis sûr qu'au moins certains téléspectateurs pensent que je suis fou. No. I think your Je pense que tes point arguments ont parfaitement du makes sens, en tout cas pour sense, moi. at least for me. Et ces pays devraient vraiment prendre en These compte la countries gravité de la should situation. consider the serious Tu sais, à chaque what's fois, dans going tous les on. domaines. Every time, everything.
And still, there's no mutual security. Et pourtant, il n'existe toujours aucun accord de sécurité mutuelle entre la Russie, la Chine et l'Iran. Le simple fait d'en annoncer un mettrait immédiatement fin à tout cela. Ils n'ont pas l'intelligence de le faire, et l'absence d'un tel accord de sécurité garantit une guerre mondiale. Guarantees a world war. À la prochaine. Yeah. Thank you. Merci Paul. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. J'ai hâte d'y être. Au revoir pour l'instant.